Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Habari za leo. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet Action Festival 2023 de Rise Africa. Il rassemble des acteurs, des penseurs pour des villes durables. C'est la 3e édition de notre festival en ligne. Il rassemble des pratiques, des visions, des pensées, des réflexions du continent entier. Les villes que nous voulons est notre thématique. Cela reflète la vision de l'Union africaine, à savoir l'Afrique que nous voulons. C'est un appel de l'Afrique pour du changement, mais cet ordre du jour ne répondait pas à l'urbanisation comme une force positive pour améliorer la prospérité, l'inclusivité et le bien-être environnemental sur le continent. Nous avons besoin de davantage d'emphase sur le rôle des villes et appeler à l'action. Ce festival vise à répondre à ces défis. Les villes que nous avons s'étendent, elles sont inventives, elles répondent aux crises actuelles en révélant le potentiel des femmes, par exemple. Les villes que nous voulons sont culturelles, modernes, s'adaptant au changement et innovantes. Nous allons faire de ces villes une réalité grâce à l'apprentissage, la collaboration et en amplifiant les actions quotidiennes de la population qui façonnent leur propre ville. Le festival vous invite à forger de nouveaux partenariats, à faire l'expérience de nouveaux concepts, à chercher des moyens de faire des ponts entre le domaine politique, privé, etc., etc. Ensemble, pénétrons dans cet espace de façon un peu poétique. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terme malhabile, cette allure galvaudée loin des initiatives qui pourraient de nos villes faire une place active? Et que dire? Que dire à présent de notre gestion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés? L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution de nos villes. Je les veux plus vertes et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon œil, au gré de leurs histoires sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent pour l'action maintenant. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette session de Rise Africa sur les financements dont nous avons besoin, notamment pour les villes africaines qui sont sur le devant du programme de financement pour le changement climatique. Cette session est enregistrée et nous espérons avoir votre participation tout au long de cette session. Alors, ce que nous espérons faire ici, c'est vraiment d'avoir des collaborations avec nos différents acteurs pour vraiment développer la vision des villes que nous espérons avoir en Afrique et le type de financement qui nous sera nécessaire pour parvenir à cet objectif. Nous voulons entendre vos avis dans toute cette région, vos différents avis concernant les défis, les manques, toutes les difficultés que vous avez peut-être rencontrées pour avoir notamment accès au financement, pour pouvoir mettre en place les cadres nécessaires, les projets nécessaires et les programmes. Nous espérons pouvoir entendre vos avis sur les composantes des projets, les financiers, les plateformes, les réseaux nécessaires
et tout ce qui est nécessaire pour mettre en place le développement durable dans les villes d'Afrique. Nous espérons le faire pour parler un petit peu du paysage au niveau des villes et des gouvernements locaux, pour voir quel est leur rôle dans le cycle des projets de développement durable, pour accéder aux finances durables, pour faire des villes que nous voulons sur le continent africain, des villes qui soient durables et qui soient prospères. Nous allons donc commencer à présent en vous donnant quelques consignes et avoir un petit brise-glace pour pouvoir faire connaissance. Ensuite, nous aurons un aperçu des ODD, notamment l'ODD concernant le financement. Ensuite, nous serons dans des ateliers, des salles pour pouvoir discuter de différents sujets, pour voir l'état de développement des financements des villes africaines, pour parler des défis, des manques et comment réussir. Et ensuite, nous aurons un temps de rapport, de retour de nos rapporteurs des différents groupes pour voir ce qui est ressorti dans les différentes salles. Nous aurons ensuite un temps de résumé de ces conclusions, puis un mot de clôture. Alors voilà pour les consignes. Merci de lever la main si vous voulez prendre la parole. Veillez à ce que votre micro soit bien éteint lorsque vous ne prenez pas la parole. Merci de maintenir une atmosphère qui soit respectueuse et engageante. Merci de respecter la règle numéro 2, c'est de laisser au moins 2 autres participants parler avant de lever la main à nouveau si vous voulez à nouveau prendre la parole. Alors, pour notre activité brise-glace, première activité, nous aimerions simplement que vous puissiez indiquer votre nom, le pays d'où vous venez, que vous nous disiez quelle est votre langue de choix, si c'est le français ou c'est l'anglais. Vous pouvez le mettre donc dans la messagerie, dans le chat, vous écrivez quel est votre nom, votre pays de provenance et la langue de votre choix. Merci. So we have Fru Wonka calling in from South Africa, who speaks English. We have Ryan from South Africa. Qui vient d'Afrique du Sud qui parle anglais, quelqu'un d'autre, Ryan qui vient d'Afrique du Sud. On a quelqu'un qui vient du Congo, qui parle aussi l'anglais. Snares, qui vient d'Afrique du Sud, l'anglais. Continuez de commenter, d'écrire votre nom, votre pays d'origine, votre langue préférée. Merci de nous mettre ces indications par la messagerie. On aimerait vraiment savoir d'où vous venez. Nous avons ensuite Amine qui vient d'Espagne, mais qui parle également l'anglais, pardon. Nous avons Nangamso d'Afrique du Sud qui parle anglais. Donc ça, c'est super. Beaucoup de représentations d'Afrique du Sud. Nous avons également Emily qui vient d'Angleterre, du Royaume-Uni qui parle l'anglais, également Funmi qui vient du Cap. Donc, nous avons beaucoup. Alors voilà, ensuite, le Royaume-Uni, l'Espagne, la République d'Afrique du Sud, également quelqu'un qui peut aussi le faire en français. Ça, c'est Zéric. Donc, deuxième question, nous aimerions avoir votre réponse. Quel est le pourcentage recouvert, la surface que représentent les villes sur la surface totale de la Terre? Est-ce que c'est 3%, 10%, 22% ou 30%? Quel est le pourcentage de terre recouverte par les villes donc, sur la planète? Quel est le pourcentage représenté par les villes sur la planète Terre? 3, 10, 22 ou 30%? Alors, quelqu'un dit 22%, 30%, 22%. Ça, c'est Funmilola, pardon. 22% semble être la réponse préférée, 10%, 30%, Émilie également. Voilà. Alors, c'est intéressant. Toutes ces réponses, la bonne réponse d'ailleurs, elle n'a pas été encore proposée. Et donc, c'est en fait 3%, c'est la réponse A, c'est 3% de la surface de la Terre qui est couverte par les villes. C'est intéressant ce chiffre. On peut passer à la troisième activité, la troisième diapo pour la troisième activité. Les villes représentent 3% de la surface de la Terre finalement.
Alors, pourquoi s'inquiéter autant? Pourquoi en parler autant? Alors, quel est le pourcentage des émissions de CO2 dans le monde? Quel pourcentage donc a été mis ou vient des villes? Est-ce que c'est 3% donc des émissions de CO2 qui viennent des villes, 25%, 70%, 90%? Alors, 90%, 70, 25 ou 3%? Quel pourcentage d'émissions de CO2 qui provient des villes? On a plusieurs 90% dans les réponses. 70%. Quelqu'un d'autre dit 70% également. D'accord. Alors, la réponse est 70%. Réponse C, c'est la bonne réponse. Donc, les villes qui ne représentent que 3% de la surface de la Terre et qui pourtant représentent 70% ou sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà, à 70%. Mais c'est aussi une occasion de pouvoir gérer les émissions de gaz à effet de serre et l'énergie qui est dégagée des villes. Voilà, quatrième activité. Quels sont les investissements nécessaires pour rendre les villes durables au niveau mondial? Est-ce qu'il faudrait investir jusqu'à 57 trillions de dollars américains, 82 ou 93 trillions de dollars américains? Alors, mettez vos réponses à nouveau dans la messagerie. Alors, quelqu'un parle de 93 trillions. C, réponse C, 82, 93, 93, Émilie. 57, ça c'est la réponse de Ryan. 57 trillions de la part de Ryan. OK, c'est intéressant. Très bien. Alors, il y a pas mal de différences entre ce que chacun a répondu. C'est un sujet intéressant. Ça dépend d'où vous tenez vos chiffres d'ailleurs et ce que ces chiffres comprennent. Alors, 57 trilliards, pardon. C'est la bonne réponse, 57. C'est l'UNEP, l'OCDE dit que c'est 82 et le comité de la CNUC dit que c'est 93 trillions de dollars. Donc, il y a des variantes selon ce que nous mesurons et comment les mesures sont prises également. Donc, vous avez tous raison quelque part ici. Alors, ensuite, j'aimerais passer la parole à mon collègue Ryan Rines qui va vous donner un aperçu de la question de financement pour le développement durable dans les villes d'Afrique. Ryan, tu as la parole. Merci. Merci à toi. C'est super hein, comme brise-glace. Je suis Ryan Robbins, je suis spécialiste des questions financières chez ICLEI Africa. Dans ma présentation ici, c'est surtout pour donner le contexte et puis simplement pour donner quelques directives pour les discussions dans les sessions de groupe. Nous voulons vraiment avoir vos avis, vos vues, vos pensées sur le financement, ce que devrait accomplir le financement, ce que doit être le financement pour nos villes africaines. Alors, je vais simplement présenter quelques planches ici pour provoquer quelques réflexions et pour vous donner suffisamment d'éléments pour partager vos pensées sur le paysage financier. Alors, simplement pour clarifier d'abord, cette session qui se focalise sur le financement climat, qui est un mot technique, mais qui s'inscrit dans un paysage financier beaucoup plus large. Donc, c'est le financement climat, le financement pour l'environnement, mais vu les défis sociaux auxquels nous faisons face, pour le continent africain, c'est absolument crucial, mais également pour le développement social et le développement économique et vice-versa. Ce n'est pas uniquement pour le développement climat. Pour commencer à réfléchir aux questions de climat et des impacts du changement climatique pour apporter les bons développements. Diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Ici, nous montrons un petit peu
ce que nous faisons chez ICLEI Africa et ce que nous apportons dans ce paysage financier pour les questions de climat, comment développer des projets, comment accéder au financement climat, comment développer des mécanismes de financement qui soient adaptés aux projets des villes. Ce que nous voyons pour le moment, c'est qu'il y a vraiment des écarts importants entre ce que les villes veulent et ce que les villes peuvent apporter et ce que les financements veulent et ce qu'elles peuvent financer comme projet. Voilà. Donc, il y a un écart important. Il n'y a pas suffisamment de projets intéressants. Les villes disent que nous avons beaucoup de projets, mais développer des projets selon les normes, eh bien, il y a souvent des écarts. Il y a également des écarts au niveau des compétences dans nos villes. Il n'y a pas forcément toujours les compétences nécessaires pour accéder aux finances, comprendre ce qu'est le financement, ce que n'est pas le financement, etc. Il y a également toute la question des risques, notamment des investissements qui sont considérés comme risqués au niveau des villes et en même temps, il y a eu beaucoup de critiques pour dire qu'il est aussi risqué de ne pas investir dans les villes à cause du rôle clé que jouent nos villes et des effets du changement climatique sur les villes. On peut passer à la planche suivante, merci. Ici, vous avez un résumé de ce que nous faisons, une grosse partie de notre travail et des défis auxquels font face les villes. Par exemple, la première chose qui est plutôt évidente dans ce processus de financement des projets, ce sont les étapes, toutes les nombreuses étapes d'un projet pour pouvoir justement accéder au financement. Il y a beaucoup d'étapes différentes, la faisabilité, les études de pré-faisabilité, de faisabilité, de collecte de fonds. Et beaucoup d'acteurs sont impliqués lorsque l'on développe un projet. On part du problème, on développe un concept, il y a plusieurs étapes pour pouvoir trouver des financements, il y a les contrats, les approbations, les projets de construction, puis la mise en place du projet aussi, qui permet de pouvoir évaluer les leçons apprises autour de ces processus de développement de projet. Un autre aspect important pour les membres et les responsables des villes sont assez sous pression par rapport à cela lorsqu'on leur demande de faire tout ce long parcours et de s'engager avec les différents acteurs pour pouvoir vraiment lancer des projets. Et parfois, ça peut sembler comme quelque chose d'impossible, de mission impossible. Et c'est là où il nous faut vraiment commencer par réfléchir. Ensuite, cette planche suivante, ce qui représente vraiment le cœur de notre présence ici aujourd'hui. Nous avons d'un côté des villes qui sont très diverses, des projets qui sont divers, les modèles opérationnels également sont divers, avec des structures gouvernementales qui sont très différentes. Et ça, c'est sur la gauche. Partie droite, vous avez donc le paysage de financement se focalise sur les profits, la manière de travailler qui est très structurée. Au milieu, vous avez les solutions qui sont souvent normalisées. Et ce que nous essayons de faire, nous, c'est de rapprocher ces deux parties, la partie gauche et la partie droite, pour essayer de trouver des solutions de financement qui soient adaptées pour les deux cas de figure. C'est vraiment là pour la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, parce que nous commençons de voir que le travail que nous faisons est souvent plus dicté par la partie droite que par la partie gauche. Et je pense que c'est important de se souvenir que pour les finances, pour l'argent, ce sont des choses qui sont censées servir la société. Lorsque le financement influence le développement, alors c'est vraiment le chien qui se mord la queue. Et c'est important de se souvenir que les financements ne sont pas une fin en soi, mais sont un moyen d'apporter ou de développer des projets. Et la finance est là où les finances sont simplement des outils, des ressources qui nous permettent d'accomplir nos projets. Ici, j'aimerais partager les différents types de financement que nous voyons. Nous avons ce que nous appelons
appelons la finance climat, le financement climat. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de chiffres différents sur la partie droite, mais en essence, ce que nous voulons dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de financement climat déjà, et l'Afrique a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique, pour atténuer ou pour mitiger les effets du changement climatique. Donc, il y a beaucoup d'argent disponible, mais quand on regarde un peu plus près, on voit que ces chiffres, finalement, sont beaucoup plus bas pour les villes. On voit qu'il y a un faible pourcentage qui est vraiment donné aux villes. Si nous regardons par région en Afrique pour voir où les financements sont répartis, nous voyons qu'il y a plusieurs régions qui sont en déficit, qui ne se concentrent pas forcément sur une région en particulier. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans les pays d'Afrique, dans les villes d'Afrique, pour pouvoir accomplir ou répondre à l'ODD, financement. Ensuite, vous avez en bas à droite les promesses qui ont été faites. Oui, bien sûr, il nous faut plus encore, mais aujourd'hui, je veux vraiment que notre conversation tourne autour du fait que non seulement nous ayons besoin de plus d'argent, mais nous avons plus besoin de quoi? À quoi voulons-nous que ces financements servent? Dans ces discussions, ces échanges, nous voulons parler de manière peut-être un peu plus proactive. Oui, nous voulons plus de financement pour les transformations dues au changement climatique, mais comment? Beaucoup d'argent est dépensé en Afrique, dans tout le continent, et le financement ODA continue de croître. Nous sommes à environ 63 millions de dollars par an. Si on compare cela au taux de croissance ou de développement de l'Afrique, que l'assistance de ODA, est-ce qu'elle accomplit vraiment ce qu'elle est censée accomplir? Il y a beaucoup de critiques par rapport à cela. ODA, donc la contribution ODA, dit qu'il y a eu trop de choses faites, mais pas suffisamment, disent d'autres. Il y a la norme, la cible qui est de 0,7% pour certains pays, mais beaucoup de pays sont en dessous de la cible. Donc, on est en train de dire là, dans cette discussion, est-ce que le système ou l'assistance ODA marche, oui ou non? Et sinon, pourquoi? Et est-ce que nous voulons voir plus de ce type de soutien? Un autre point de discussion, qui doit être financé, le secteur public, pardon, ou le secteur privé? Quel est le rôle du secteur public dans la société? Quel est le rôle également du secteur privé qui cherche à améliorer l'état des villes africaines? Ça, c'était pour le secteur public. Lorsqu'on parle du secteur privé, on se dit, bon, que devraient faire les gouvernements, les autorités locales? On peut regarder également le thème de notre festival. Que devons-nous faire en tant que continent? Que font nos gouvernements pour veiller à ce que les financements soient utiles pour le développement des villes? Alors, pour le secteur privé, est-ce que nous voulons que des grandes entreprises internationales investissent dans nos villes? Ou est-ce que nous voulons que ce soit des personnes, des particuliers qui investissent? Quel genre de financement faut-il? Quel genre d'investissement? Ou est-ce que c'est quelque chose entre les deux, public, privé? Il y a eu beaucoup de discussions autour de cela, des avantages, des inconvénients. Il y a des bonnes études de cas, de mauvaises études de cas. Et nous devons étudier comment tout cela fonctionne, en quoi ces partenariats publics-privés peuvent fonctionner et être bénéfiques, et au niveau des villes en Afrique. Sur cette planche suivante, nous parlons de la microfinance. Ce sont des discussions qui ont lieu en ce moment autour de ce sujet. C'est un
aspect important du microfinancement. On a parlé beaucoup du financement national, international, des financements des villes, mais qu'en est-il de l'approche microfinance pour que les individus puissent aussi accéder au financement pour accomplir leur propre développement? C'est une autre réflexion. On a parlé de cela dans la session précédente. Comment combler les écarts que nous voyons aujourd'hui dans le quotidien? Nous devons être conscients également que le microfinancement a ses avantages et ses inconvénients. Et nous devons dire dans quel contexte est-ce que le microfinancement peut marcher, quel garde-fou faut-il mettre en place pour protéger ce financement. Voilà, j'espère que cette rapide présentation a suscité suffisamment de points de discussion. Nous voulons à présent nous répartir dans différents groupes, différentes salles. Je pense que nous avons 2 salles qui sont prévues et nous vous demanderons d'être répartis dans ces salles. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir vos avis sur ce que nous attendons des financements pour nos villes africaines. Après le temps de discussion en groupe, nous reviendrons et les rapporteurs nous rapporteront dans la session plénière les discussions et nous aurons une discussion ouverte. Voilà, je te redonne la parole, Nati. Merci. Parfait, merci, Ryan. Alors, nous allons à présent vous répartir dans les différentes salles de discussion. Perfect. Welcome to Breakout Room 1. So essentially, what we want to get out of this session is to have a co-creation space where we discuss what we would like the state of sustainable finance to look like for African cities. So I would really encourage you all to raise your hands, to be engaged in this conversation so that we can have a fruitful discussion. So before I start, would anyone like to volunteer to rapporteur back to the plenary session at the end of this session? Is there anyone I can call on? Est-ce que quelqu'un veut servir de rapporteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux nommer ou est-ce qu'on attend à la fin de la séance pour assigner ou pour désigner un rapporteur? Donc voilà les sessions clés dont on va parler dans cette salle parallèle. Donc, à quoi est-ce que le financement devrait vraiment ressembler? Qui devrait fournir ce financement et qui devrait être le bénéficiaire de ces financements? On va ensuite passer à la question, quel rôle vous ou votre organisation voudriez jouer dans ce contexte de finances durables? Et on aimerait également savoir ce que vous pensez en termes des défis auxquels vous auriez pu faire face pour avoir accès à des financements. Je vais commencer avec la première question. Alors, je dois prendre des notes, donc je ne vais pas rester en plein écran, je dois prendre des notes pour le rapporteur. Donc, la première question, à quoi est-ce que le financement devrait ressembler? Alors, est-ce que le financement devrait venir des finances concernant le climat, du développement, de l'aide humanitaire,
puisque c'est une crise en cours? Est-ce que ce serait sous forme de subventions, de prêts, de capital? Est-ce que le financement devrait venir du secteur privé ou public ou le fruit d'un partenariat public-privé? Est-ce qu'on devrait mobiliser nos ressources au niveau local ou est-ce qu'on devrait envisager d'obtenir des ressources au niveau international? Ensuite, les bénéfices d'utiliser un différent type de finances pour atténuer les risques liés à des comportements trop risqués, ou est-ce qu'on devrait se focaliser sur des types de finances plus innovants tels que la microfinance? Alors, je voudrais entendre l'avis du groupe. Comment est-ce que le financement devrait se présenter pour la durabilité des villes africaines? Est-ce que quelqu'un souhaiterait se porter volontaire? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je désignerai quelqu'un d'après la liste des participants. Alors, d'après ce que vous avez entendu, est-ce que... Ah, Fumi. Fumi a levé la main. Alors, à quoi devraient ressembler les financements pour des villes africaines durables? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est là. Ce que je voulais dire, je voulais être un petit peu... Je voulais un petit peu défier la question. On a toujours cette narrative. En tant qu'activiste, je me pose toujours beaucoup de questions. Il y a toujours cette narrative qui dit que les villes africaines sont risquées. Donc, je sais qu'il y a des mesures financières qui évaluent un petit peu les risques, mais en fait, la question, c'est est-ce que ces mesures sont au service des objectifs de développement pour l'Afrique ou est-ce que ce sont des mesures qui ont été développées par des institutions occidentales qui sont utilisées pour établir une narrative à propos de nos villes? Et est-ce que nos institutions financières sur le continent, l'IFDB par exemple, la Banque africaine ou même les BRICS, peut-être qu'on pour établir différentes métriques afin de mesurer les risques dans ces villes. Et peut-être qu'on devrait plutôt se focaliser sur ces méthodes-là plutôt que celles qui ont été établies dans un contexte occidental. Et on sait que ces systèmes de mesure ne fonctionnent pas dans notre contexte, en particulier en Afrique. Donc, je voulais lancer cette idée puisque les villes africaines sont constamment perçues comme étant risquées pour les investissements. Et en fait, on a une situation avec la poule et l'œuf. Personne ne veut nous prêter de l'argent, mais on continue à dire on a besoin d'argent pour passer d'un point à un point B. Tout à fait. En fait, ce que j'entends d'après vous, c'est est-ce que les métriques, est-ce que les systèmes de mesure visant à mesurer les risques sont vraiment adaptés au contexte africain? Je n'ai pas forcément une réponse. Donc, on entend parler de créer des instruments innovatifs qui seraient adaptés à des économies de pays en développement, etc. Donc, en fait, au niveau je voulais vous poser la question pour le reste du public, pour quelqu'un qui n'est pas du continent africain, j'aimerais savoir si vous pensez qu'on devrait utiliser les mêmes systèmes de mesure ou est-ce qu'il y a des innovations dans le cadre de votre travail qui pourraient être plus adaptées en fait au marché émergent ou à l'Afrique, etc. Donc, j'aimerais avoir vos contributions à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je vais désigner? Zarek, est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez
que ces normes occidentales, en ce qui concerne les risques et les profits, est-ce que vous pensez qu'elles sont pertinentes pour la question du continent africain ou pour les villes africaines? Bonjour Nathalie, bonjour à tout le groupe. J'apprécie l'intervention de Fumi et je pense que c'est une très bonne question. En tant que représentant d'un bailleur, quand je réfléchis à quoi le financement devrait ressembler, je pense que les financements mixtes ou équilibrés devraient vraiment être adaptés. Et par rapport à la question de Fumi sur les risques, c'est pour ça qu'un financement mixte, en fait, fonctionnerait mieux. Donc, une institution internationale peut apporter des financements, mais ce qui est très important, c'est que le secteur privé et l'engagement aident les financements qui viennent de l'Afrique et des villes africaines. Donc, c'est vraiment une opportunité très riche pour le financement qui est en place pour les investisseurs dans le secteur privé. Ces opportunités sont là pour les villes africaines. Et ces endroits sont moins développés que dans le reste du monde, mais il y a toujours un certain niveau de finance qui est disponible. C'est pour cela que les investissements utilisés, des systèmes de finances mélangés serait vraiment une bonne idée. C'est ce que je dirais pour... donc, d'après moi, vraiment des financements locaux et mixtes seraient vraiment préférables. Alors, Camille, j'aimerais entendre votre avis par rapport à la remarque de Zeric. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mobiliser des investissements au niveau local et domestique, ou est-ce qu'on devrait s'adresser au secteur privé? Comment est-ce qu'on pourrait vraiment tirer profit de différents types de finances, utiliser des finances mixtes pour obtenir les financements dont on a besoin, mais d'une manière qui est pertinente et appropriée au contexte des villes africaines? Camille, j'aimerais avoir votre avis sur la question, si vous êtes là. Bonjour Nathalie, alors je m'excuse, je viens de rejoindre la réunion. J'avais des problèmes de connexion, donc je n'ai pas vu la présentation. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment très important d'avoir différentes sources de financement. Et une des manières d'essayer d'obtenir ces financements serait d'avoir un projet convaincant en Afrique du Sud. Bon, je ne suis pas là depuis longtemps, mais j'ai compris qu'un des problèmes, c'était que beaucoup des bailleurs pensent qu'il y a de bonnes idées, mais que les projets ne sont pas assez matures pour être menés à bien jusqu'à la phase où le financement est nécessaire. Donc, on se focalise sur la phase de préparation du projet pour faire en sorte qu'il soit adapté à la transition. Donc, je pense que c'est également très intéressant, comme Zeric l'a dit, de se focaliser en fait sur les finances mélangées ou mixtes afin de tirer profit de différentes sources, que ce soit subventions, prêts, etc., institutions publiques, etc. Donc, ça permettrait d'obtenir vraiment le meilleur de chaque partenaire. Mais ce que je peux dire pour le moment, comme je viens de vous rejoindre, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être que j'ajouterai quelque chose un peu plus tard. Mais merci.
Merci beaucoup pour votre perspective et votre point de vue. Donc, c'est tout à fait vrai. Au début de la présentation, on passait de 50 trillions à 100 trillions nécessaires pour faire en sorte que nos villes soient durables. Trillions de dollars. Donc, un acteur uniquement au sein de l'économie, ça ne sera jamais suffisant. On a vraiment besoin d'impliquer l'ensemble de la société. Mais bon, on va passer à la question d'après. Qui devrait fournir ces financements? On en a déjà parlé, mais je voulais avoir votre avis. Qui, selon vous, est responsable de rendre les villes africaines durables? Est-ce que ce seraient les gouvernements, les bailleurs de fonds, les banques ou les investisseurs étrangers? Quels seraient les avantages et les inconvénients? Est-ce que ce serait la philanthropie également? Et je voulais entendre votre avis sur Pulitzer Prize contre le secteur africain de l'innovation dans la finance, ou pardon, l'innovation africaine dans le secteur de la finance. Donc, qui devrait avoir la responsabilité? Alors, on va voir qui n'a rien dit pour l'instant. Amine, j'aimerais avoir votre contribution. Qui devrait fournir les financements pour rendre nos villes durables? Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas expert en la matière. Je ne sais pas si ma réponse sera pertinente parce que je travaille en Europe et je viens d'un contexte vraiment différent. Est-ce que je peux uniquement vous parler de ce qui se passe par rapport à l'Europe? Donc, je viens, j'ai fait des études de développement au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale européenne a un outil décisionnaire, mais la réalité est complètement différente. Je peux uniquement parler de ce qui se passe ici. Mais comme je l'ai mentionné, comme je m'occupe de projets recherche et développement, j'ai travaillé sur l'accès à l'énergie en Afrique lors de projets financés par l'Union européenne. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, oui, c'est toujours utile. En fait, vous dites que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Afrique, mais si on regarde ce principe de pollueur-payeur, ça va venir de l'Union européenne, donc ça aura sans doute un impact indirect sur vous. Est-ce que vous avez une opinion à ce sujet? Est-ce que ça devrait être quelque chose de géré par le pays? Donc c'est assez complexe. L'Europe ne peut pas s'attaquer au changement climatique seule, les États-Unis non plus. On doit tous travailler ensemble, mais bien entendu, en Europe, on a parlé d'impôts carbone, etc. Il y a différentes mesures visant à indiquer plus clairement l'origine des produits, etc. Mais au niveau de l'impôt carbone, de la taxation carbone, les producteurs, par exemple chinois, peuvent fournir de l'acier beaucoup moins cher qui représente beaucoup d'émissions carbone, mais l'Union européenne ne peut pas
être en compétition par rapport au prix. Et ces impôts carbone, donc ces taxations carbone, c'est quelque chose qui peut fonctionner en Europe, mais au niveau global, il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour dire comment faire. Mon interprète s'excuse, le son est très mauvais, c'est très difficile de comprendre. Alors, est-ce qu'on établit des impôts sur des produits spécifiques, etc.? En Europe, en tout cas, ils essaient d'établir ce système. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je m'excuse, je crois que j'ai trop parlé. Non, non, mais on vous remercie pour votre contribution. C'est bien que vous êtes très impliqués, vous avez beaucoup d'idées. Et je voulais entendre maintenant la contribution de Yasmine. Donc, quels différents types de rôles est-ce que les différents acteurs financiers ont à jouer? Quel type de rôle est-ce que le gouvernement devrait avoir pour, par exemple, créer des cadres pour faire en sorte que les financements soient là? Que devraient faire les bailleurs de fonds, les banques? Comment est-ce qu'on peut encourager ou décourager différents acteurs au sein de la communauté financière pour faire en sorte de rendre les villes africaines durables? Est-ce que vous avez des commentaires par rapport au rôle à jouer de tous ces différents acteurs? Yasmine? Merci. Donc, c'est beaucoup de questions rassemblées en une. Je pense qu'en plus du financement, au niveau de nos rôles et responsabilités, on doit s'attaquer aux défis techniques. Avant de décider qui fait quoi et comment. Donc, au niveau du rôle de l'État, c'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui ont une approche plus État-providence que d'autres. Est-ce que les secteurs privés passent d'une approche plus capitaliste à une approche plus axée sur l'impact social? Et ainsi définir nos rôles respectifs par rapport à ce qu'on souhaiterait voir en termes de résultats et d'impact, ce serait la priorité avant de décider qui paye pourquoi, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention, Yasmine. Fumi, juste pour revenir vers vous, vous aviez mentionné le défi, donc pour la première question par rapport au fait que oui ou non les systèmes de mesure sont pertinents ou pas. Donc, dans le contexte africain, est-ce que vous avez des histoires de succès, de réalisation qui ont permis à travailler sur la durabilité des villes? Donc, je n'ai rien qui me vient à l'esprit, mais en termes de contexte plus large, en fait, beaucoup des innovations et même juste quelques projets à travers le continent ont pu intégrer la durabilité. Donc, le fait de regarder en fait vers l'intérieur, c'est pas juste un bon slogan. Il faut également qu'on se pose la question, en particulier dans le cadre de là où on souhaiterait être d'ici à 20 ans pour l'ordre du jour 2063. Donc, comment est-ce que le continent va être autosuffisant? Est-ce qu'on continue à recevoir de l'aide de bailleurs externes? Et quelles sont les choses qu'on devrait mettre en place? Vous avez mentionné différentes façons. Donc, au niveau des communautés de levée de fonds, on a également d'autres impacts. Le fait parfois d'emprisonner les gens dans la dette, même si parfois on a des histoires qui ont été connues de succès à ce niveau-là. Mais sur comment les communautés également ont pu générer des fonds,
On a le système d'apprentissage Igbo qui traite des dettes liées à la colonisation et un système qui fonctionne plusieurs décennies après la colonisation. En ce qui concerne créer du capital et du nombre de personnes qui pourraient être aptes à créer une affaire sans être empoisonnées par la dette. Donc, au Nigeria, une personne peut faire partie d'un service qui fonctionne et selon lequel les projections à long terme pour beaucoup d'Igbo qui viennent du sud-est du Nigeria en fait, les personnes qui ont bénéficié de cette mesure ont pu sortir de la pauvreté. Donc, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on prend en considération ce genre de système qu'on pourrait adopter, peut-être avec plus de protection en termes des droits humains ou des droits des travailleurs? Mais comment est-ce qu'on pourrait adapter ça au nouvel ordre mondial en restant en accord avec les systèmes indigènes qui sortent les personnes de la pauvreté plutôt que cette approche. Donc, merci d'avoir fait part de votre perspective. Peut-être qu'au lieu de copier ce qui a été fait ailleurs, ce qu'on doit faire, ce serait d'apprendre les uns des autres au sein de nos villes et nos communautés africaines. Et peut-être qu'on peut donc répliquer ou adapter ces systèmes qui ont fait leurs preuves à travers le temps, comme vous l'avez mentionné. Donc, merci pour cela. On va passer à la prochaine question et on va voir quels sont les défis en ce qui concerne l'accès au financement. Alors, je souhaiterais que vous parliez de vos expériences respectives avec les pays ou les villes africaines, avec la durabilité, le type d'obstacles auxquels vous avez fait face ou quel genre de soutien serait nécessaire et comment élever des ressources pour ce soutien. Comment faire en sorte que les gens qui font face à ces difficultés puissent avoir accès à ces différentes choses? Est-ce que vous avez des expériences avec les finances dans un contexte difficile? Votre expérience au niveau de recevoir, débourser des finances et votre expérience pour l'avenir. Qu'est-ce qui peut aider à débloquer l'accès aux finances? Et Vincent, on ne vous a pas encore entendu, donc je souhaitais avoir votre perspective en ce qui concerne ces différents défis pour l'accès à la finance dans un contexte africain. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, en termes de mes compétences, je ne suis pas expert en finance, je suis journaliste. Parfois, je gère des questions des villes, mais en général, je parle plutôt des relations politiques entre les gouvernements nationaux et locaux. Donc, je ne traite pas habituellement de la finance liée au climat, donc j'en apprends pendant cette séance. Je pense que d'après ce que j'ai compris, en ce qui concerne la levée de fonds pour le climat, au niveau de la perspective africaine, je pense que beaucoup de choses dépendent
des gouvernements nationaux qui font des activités de lobby pendant des grandes conférences, par exemple les COP, en essayant d'en tirer des financements. Et cela dépend de combien est-ce que les pays occidentaux pensent qu'il est nécessaire de donner. Et à différents niveaux, au niveau individuel également, il y a toujours la question de comment est-ce qu'ils ont accès à ces financements? Alors, si vous parlez par exemple des questions des crédits carbone, par exemple, on voit beaucoup de choses dans la presse sur le fait que beaucoup des projets visant à capturer du carbone, par exemple la reforestation, etc., parfois les choses ne sont, ces projets ne sont pas viables. Et on interfère avec les pays africains. Il faut les laisser disposer de leurs terres plutôt que de rembourser en fait l'utilisation faite par d'autres pays. Donc, en fait, comment est-ce que les pays en Afrique et dans les différentes régions s'assurent qu'ils obtiennent assez de financement? Comment est-ce qu'on s'assure que les négociations soient en notre faveur? Peut-être qu'on est satisfait de ce qu'on obtient, mais est-ce qu'on pourrait obtenir 10 fois plus, par exemple? Donc, je pense que le fait de ne pas savoir comment les choses fonctionnent nous empêche d'obtenir davantage, en fait. Donc, vous avez fait un commentaire très pertinent. On a ces 100 trillions, etc. Et vous avez mentionné les plateformes internationales telles que la COP. Et maintenant, ce qui se passe au niveau des gouvernements des pays les moins développés et les gouvernements d'Afrique, c'est faire du lobby sur quelque chose fondé sur des besoins. Donc, pas qu'est-ce qu'on peut obtenir, mais de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Donc, en fait, vous en savez beaucoup plus que vous le dites. Et on aimerait rentrer dans les détails, mais vous aviez votre main levée. On voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez. Au niveau de l'accès aux finances, est-ce que vous avez des opportunités, est-ce que vous avez entendu parler d'opportunités, d'expériences? Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Alors, INCLI a fait un projet en ce qui concerne les opportunités d'investissement en Afrique et une des choses qu'on a identifiées en tant que défi pour l'accès à la finance, le projet parlait des commerçants informels et comment est-ce que vous pouvez aider avec les financements et comment est-ce que vous pouvez avoir accès à des financements. Et en fait, les commerçants informels dans le système alimentaire ont un impact en termes d'émissions de carbone et en termes de déchets, donc de déchets qui vont dans les décharges, etc., à cause de manque d'installations de stockage. Donc, en fait, une des choses qui a été identifiée, c'était les effets collatéraux, parce que par exemple, si je veux avoir un prêt d'une banque pour avoir plus de produits, c'est difficile d'avoir ce prêt d'une banque parce qu'en fait, je n'ai aucun garant en fait en cas de non-paiement. Donc, en fait, ce système de garant, c'est vraiment un défi. Le fait d'avoir un garant, c'est quelque chose qui présente un défi pour obtenir des finances en particulier de la part des banques. Donc, une autre approche qui devait être mise en place, c'était grâce au marché où ces petits commerçants vendent leurs produits. Donc, avoir ce marché, et là, les banques peuvent donner ces prêts à travers le marché.
Et le marché agit en tant que garant entre donc, la banque et les petits commerçants. Donc, c'était un des systèmes qui était mentionné pour donner accès à des finances. Merci pour cet exemple concret, un exemple concret de l'atténuation des risques et d'approches innovantes qu'il nous faut prendre. Si on revient à notre point de départ, les villes africaines sont à risque. Alors, quelles sont les innovations que nous pourrons y apporter pour sortir de cette perception ou pour justement atténuer les risques? J'aimerais que Zéric nous parle. Il a levé la main ou elle a levé la main. Oui. Merci Nathalie, merci à tous les participants. C'est une super discussion. Rapidement, mon point de vue, ma perspective sur ce qui me semble être les défis principaux pour la mobilisation de financement pour les villes africaines, qui ne sont pas tellement différents des différents défis. Première chose, ce sont les politiques des gouvernements. S'ils ont les bonnes politiques en place, qui vont pouvoir encourager le secteur privé à investir, s'ils ont la confiance du gouvernement, ils sauront qu'ils auront des retours sur investissement. Nous devons veiller à ce qu'il y ait de bonnes politiques et que les politiques soient bien réglementées, soient bien mises en œuvre. Eh bien, ce serait plus simple alors de mobiliser le financement. Deuxième chose, c'est le clientélisme un petit peu, la manière dont les responsables politiques ont personnalisé les biens de l'État, souvent pour leurs gains personnels, dans des contextes où des responsables politiques ont fait du clientélisme. Et c'était vraiment des choses négatives dans le secteur privé. C'est très difficile dans ce cas d'avoir des profits, de mobiliser des financements. Troisième point qui résonne un petit peu dans beaucoup d'endroits dans le continent africain, en tout cas ici en Afrique du Sud certainement, c'est une insécurité chronique. Lorsque nous sommes face à la guerre civile, à des conflits régionaux, à ces réalités sur le terrain qui minimisent ou qui diminuent les capacités à attirer des fonds. Ensuite, les capacités locales. Avons-nous les capacités, les partenaires locaux qui peuvent gérer les ressources et rendre compte des fonds investis? C'est l'importance ici pour les organisations comme la mienne notamment de pouvoir investir dans le renforcement de capacité. J'en ai terminé. Très bien. C'est super d'entendre que vous investissez dans le renforcement de capacité au niveau local. À présent, nous pouvons passer à la prochaine personne parce que Zéric a parlé des défis. On pourrait peut-être aussi parler de chacun des rôles de nos organisations. Quel rôle peuvent jouer nos organisations dans ce paysage financier? Alors, première chose, comment faire travailler les acteurs ensemble? Nous savons que dans le développement durable, beaucoup de gens font beaucoup de choses en silo. Comment développer une approche globale pour veiller à ce que nous puissions avoir des approches collectives? Deuxième question qui nous provoque un peu, quels acteurs devraient faire plus? Quelles parties prenantes devraient faire plus, par exemple? Troisième question, que font ou que devraient faire les acteurs au niveau national, au niveau international et au niveau local? Et ensuite, une dernière question pour notre propre intérêt.
Comme vous le savez, ICLEC qui joue un rôle de réseau de villes. Quel rôle devons-nous jouer également à ICLEI en tant que réseau des villes en Afrique pour développer des villes africaines durables? Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas exprimé? Samantha, quelle organisation représentez-vous? Comment avoir des acteurs qui puissent agir au-delà de leur silo dans une approche plus globale selon les questions qui viennent d'être énoncées? Merci pour votre invitation à participer. Je me suis connectée un petit peu tardivement. Je n'ai pas pu suivre encore la conversation depuis le début. Alors, rapidement de ma part, et ce qui a été très utile à Cape Town récemment, ou ce qui me rend optimiste en tout cas, c'est le rôle des réseaux qui permettent de se lier les uns aux autres, dans l'espace. Ce n'est pas une solution simple parce que la question demeure pour les ONG. Nous ne voulons pas que ce soit que les ONG soient là pour faire le travail des autorités locales, mais elles peuvent en tout cas soutenir et interagir entre les autorités locales, les gouvernements locaux et apporter un soutien au gouvernement. Les organisations de la société civile ont également émis ce désir. Merci beaucoup pour cette contribution, Samantha. Saïdi, j'ai également une autre personne qui ne s'est pas exprimée. Saïdi, alors, quel rôle devraient jouer les acteurs dans le paysage financier? Qui devrait donner les expertises? Qui devrait apporter, qui devrait faire le renforcement des capacités? Qui devrait être en charge des différents postes ou services nécessaires? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. C'est une question un peu piège, non? Mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'on peut faire plus. Les gouvernements pourraient faire plus, pas seulement les gouvernements. C'est ce que je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que les gouvernements rendent les choses plus faciles pour les autorités locales pour faire ce qu'elles ont besoin de faire au niveau local, avec peut-être moins de réglementations nationales qui parfois sont des obstacles sur la route. Peut-être un meilleur partage des rôles, des responsabilités, un partage des responsabilités entre les différentes couches, les différents niveaux de responsabilité. Peut-être c'est ce que je pourrais dire à ce stade. Absolument. Il y a la bureaucratie souvent qui est un frein qui peut ralentir les actions locales. Les gouvernements locaux ont beaucoup de rôles, de responsabilités aussi à endosser et sont souvent limités dans leurs capacités pour pouvoir contrôler leurs propres ressources. Donc effectivement, il doit y avoir un engagement à chaque niveau de la gouvernance pour bien déterminer les rôles de chacun, pour bien travailler ensemble, pour le bien commun. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre encore que nous n'avons pas entendu. Camille, je vous redonne la parole. Quels sont les acteurs que nous pouvons vraiment impliquer dans ce travail pour développer des villes africaines durables? Quelles autres parties prenantes ou acteurs? Merci Nathalie. Une idée qui n'est peut-être pas directement liée à cette question, mais simplement peut-être en plus dans le lien du partage des responsabilités des rôles, un des rôles des finances publiques, ce serait de promouvoir le partage des risques dans un partenariat. Il faut partager les risques et souvent, c'est souvent sur une des deux parties. Donc, il faudrait pouvoir promouvoir le partage des risques. Donc, je ne sais pas.
également au niveau des institutions publiques. Nous devons essayer également promouvoir les réseaux de pair à pair. Au niveau des institutions, du niveau des institutions, par exemple, en Afrique du Sud, où je travaille, travaillons avec les villes. Nous travaillons avec quelqu'un qui est en train de mener des projets innovants très intéressants. C'est très intéressant de rendre ces projets ou les connaissances de ces projets publics pour que d'autres municipalités, d'autres endroits dans le monde pourraient vraiment essayer de dupliquer ce type de projet, partager les bonnes pratiques. Et c'est aussi le rôle aussi de pouvoir développer ce réseautage d'un réseau comme le vôtre, comme ICLEI par exemple aussi. Oui. That was really insightful. So we have about 4 minutes left of this session. Alors, il nous reste environ 4 minutes et j'aimerais à présent donner la parole à quiconque veut simplement être le rapporteur, sinon je le ferai, mais si quelqu'un veut se porter volontaire pour faire le rapport ou pour être le rapporteur ou la rapporteuse de cette discussion, pour simplement présenter les discussions, les échanges, les réponses qui ont été données dans cette session. J'ai quelques diapos pour vous soutenir dans cette présentation. Est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire? Sinon, je vais choisir au hasard quelqu'un. Vincent, je pense que c'est le nom que je viens de citer. Est-ce que tu veux bien être notre rapporteur pour faire le rapport de ce que nous venons d'échanger dans cette session? Et je peux t'aider avec cette planche ici. Pour moi, c'est très nouveau tout ça, je ne sais pas. Ça serait vraiment super si j'avais les notes. Je ne sais pas comment accéder à cela, par contre. You see my screen right now? Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois bien. Alors, je vais mettre les notes ici. So you can just have a practice to try summarize all the various topics that we Alors, on peut discussed. essayer de résumer les différents sujets que nous avons abordés. In terms of what should funding look like, À quoi devrait ressembler le financement? C'est ce que nous avons essayé de discuter. Alors, sens-toi libre de nous dire comment tu veux procéder. Merci, merci en tout cas. D'accord. Alors, est-ce que ces mesures, ces métriques sont appropriées? Je veux juste savoir. Ce serait bien, en fait, d'avoir de jeter un œil sur toutes ces notes. Voilà, je regarde. Oui, je te mettrai les diapos. J'afficherai les diapos. Donc, dans ce cas, c'est bien. Est-ce que tu veux t'entraîner, parler de certains des sujets? Est-ce que quelqu'un veut s'entraîner ou tu veux t'entraîner? Si quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose que la personne n'a pas bien saisi, des choses que vous voulez rapporter au niveau de la plénière. Désolé, Vincent, il ne nous reste plus que 10 secondes. Alors, en tout cas, les notes seront là. Les notes seront là, pas de souci. Ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Merci pour toutes vos contributions qui ont été très utiles. Je ne m'attendais pas à ce que la conversation aille dans ce sens, mais je suis tout à fait ravie de ce que cela se soit passé ainsi. Alors, on vous retrouve dans la plénière dans quelques secondes. Hi team, I think we're all back here. Okay, perfect. Sadie. Alors, je crois que nous sommes tous de retour. Alors,
Nous avons un temps maintenant de réflexion suite aux discussions des différents groupes. Alors, je pense qu'on va commencer avec mon groupe à moi, à moins que le deuxième groupe souhaite prendre la parole en premier. Alors, notre groupe va commencer donc. On a eu quelques réflexions, discussions de Vincent qui va. Donc, je vais partager mon écran pour qu'il puisse voir certaines notes que nous avons prises au cours de notre discussion. Alors, quand vous êtes prêt, Vincent, allez-y. Alors, oui, bonjour, je suis prêt. Ce sont là les questions clés. Nous voulons regarder les questions clés. À quoi devrait ressembler le financement? Qui devrait l'apporter? Quel rôle aimeriez-vous jouer? Et quels sont les défis pour accéder au financement? À quoi devraient ressembler ces financements? Il y a plusieurs questions, notamment est-ce que les métriques, les mesures sont appropriées? C'est une discussion que nous avons eue lorsque nous avons discuté de cet aspect-là, lorsque les pays reçoivent des financements et lorsque les pays qui envoient les financements décident selon leur budget ce qu'ils veulent pouvoir accomplir. Et ce que nous avons dit, c'est qu'il y a un mélange, un mix de financement qui permet aux parties prenantes d'avoir plus de financement et de pouvoir tirer profit. Ensuite, nous avons parlé des investissements obligatoires dans les pays et des financements des secteurs privés et des différentes sources de financement. Le fait d'avoir des projets qui soient convaincants, l'importance du projet, la maturité du projet n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait un projet qui soit sûr, qui soit bien préparé également. Il faut qu'il y ait une bonne préparation pour ne pas commencer à réfléchir à comment utiliser les fonds lorsque vous les recevrez, mais que ce soit fait en amont. Alors, qui devrait apporter ces financements? Est-ce que c'est le gouvernement, les donateurs, les banques, les investisseurs étrangers, les philanthropes, les organismes? Alors, voilà ce que nous avons dit et ces financements doivent être apportés par tout le monde. On doit le faire ensemble. On a parlé également de la surconsommation. Nathalie, peut-être, pourrait souligner ce que nous voulons dire par la surconsommation. Est-ce que c'est qu'il y ait trop de financement? C'était surtout lorsque nous avons parlé principe, nous avons parlé est-ce que ce sont les économies qui sont en forme ou qui sont les pays les plus en forme économiquement qui devraient soutenir les autres? Ou ceux qui émettent beaucoup d'émissions devraient être ceux qui apportent les financements? Ça, on a parlé de cela également. Comment inciter ou décourager certains programmes pour être sûr que les gens fassent la bonne chose? Et ensuite, qui est responsable? Avant de dire qui va payer quoi, qui est responsable d'abord? C'est la première question. Comment savoir qui est responsable pour veiller à ce que les financements, les fonds soient utilisés de la bonne manière? Comment est-ce que les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les secteurs privés, des entreprises, et comment est-ce que le continent peut devenir autosuffisant et ne plus avoir à chercher des financements extérieurs? Nous avons cherché également des solutions qui ont réussi en Afrique pour ne plus être nécessairement dépendants
être dépendant de choses qui ne vont pas forcément marcher au final. Voilà, nous avons parlé de tout ça. Quels sont les défis rencontrés pour l'accès au financement? Voici les notes. Pas mal d'obstacles ou de défis. Le premier, concernant le lobbying au niveau des gouvernements et du contexte international. Ce qui veut dire qu'il faut venir négocier en peu de temps. Au niveau sous-national, il y a d'autres questions autour de la question de l'intégrité des crédits carbone, des agences, des communautés, pour veiller à ce que ces arrangements servent et veiller à ce que les pays africains et les villes africaines obtiennent ce dont ils ont réellement besoin. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce qui est nécessaire? Ah, j'ai perdu la... On ne vous entend plus. Ouais. Je pense qu'on vous a perdu. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais je pense que vous avez été déconnecté peut-être. Je pense qu'on a perdu Vincent. Je peux peut-être demander à Prue de continuer jusqu'à ce que nous retrouvions Vincent pour continuer le rapport de notre session. Alors, je reprends là où Vincent a arrêté. Quels sont les défis à l'accès au financement? Nous avons parlé également des défis collatéraux dans les demandes de financement d'accès aux finances. On a parlé également du marché, des approches de marché. On a parlé des petites entreprises. On a parlé de la qualité des politiques, que les gouvernements ont des politiques incitatives pour les investisseurs du secteur privé qui veulent avoir des retours sur investissement. On a parlé également du clientélisme qui peut être un obstacle au financement et les questions d'insécurité, d'instabilité et de capacités locales qui ont besoin d'être renforcées. Alors, quel rôle voudriez-vous jouer dans le paysage financier? Il devrait y avoir un réseau dans lequel tout le monde peut venir et ces possibilités doivent être partagées. Les gouvernements doivent vraiment jouer un rôle dans la plupart de ces choses. Je pense que c'est le point principal qui est ressorti de notre discussion sur ce sujet. Parfait, merci beaucoup. Alors, le deuxième groupe, la deuxième salle, Ryan, on aimerait avoir les retours de vos discussions. Merci Nathalie. Je vais partager mon écran. Donc, je vais peut-être simplement comparer nos notes avec la salle numéro 1. Il y avait beaucoup de similitudes. Et je vais faire un résumé pour gagner du temps. On voit bien mon écran, merci. Alors, notre conversation était un peu dans tous les sens, pas aussi bien organisée que votre groupe à vous, mais je pense qu'on a quand même ouvert beaucoup de ces questions. Il y a beaucoup de points similaires, en tout cas, avec ce que vous venez de dire. Premier commentaire, à quoi devrait ressembler donc le financement? C'est assez clair que les contributeurs historiques des émissions de gaz à effet de serre devraient donc
être ceux qui devraient financer en grande partie ces projets. Et cela doit se faire sous forme de subventions non remboursables. Et nous avons parlé du fait que ça ne marche pas toujours, qu'il devrait y avoir vraiment d'autres manières d'évaluer ce qui marche aussi, ce qui ne marche pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. On a parlé également du besoin de regarder toutes les sources de mise en application, les préférences. Et ça connecte au point que vous avez soulevé, qui devrait payer, qui ne devrait pas payer. Oui, ça doit venir du haut vers le bas, mais il doit y avoir une approche collaborative, notamment concernant les bénéficiaires des financements. Ensuite, il y a eu des discussions sur le fait de rendre compte, de pouvoir évaluer les succès, comment évaluer la réussite d'un projet, d'un financement. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que le projet? Je pense qu'il faudrait le développer un peu plus. C'est un secteur un peu plus nouveau. Il doit être défini de manière plus précise pour dire comment évaluer le succès d'un projet et est-ce que les structures, les financements des gouvernements ont des structures de redevabilité pour rendre compte. Ensuite, il y avait un autre commentaire concernant le secteur privé, les financements privés, notamment dans le financement climat, notamment dans les projets d'adaptation. Ce qui nous conduit à la question suivante. Quelles sont nos métriques concernant l'adaptation? Quels doivent être nos indicateurs dans les projets d'adaptation? Ensuite, question suivante, qui devrait apporter les fonds? On en a parlé. Première diapo. On a parlé surtout des gouvernements qui eux-mêmes devraient être autonomes, notamment les gouvernements locaux devraient pouvoir lever leurs propres fonds au travers de projets. Dans certains pays, c'est très top-down. Et pour que certains fonds de climat puissent arriver dans certaines régions, ça doit passer par le gouvernement central, national. Ayant dit ceci, les gouvernements locaux doivent aussi étudier le fait qu'ils soient ou non attirants pour attirer justement ce type de fonds, pour que nous puissions dire aux financeurs, voilà, nous sommes capables de mener à bien un projet. Nous avons parlé également de qui devrait donner quoi et à quel moment, à quelle étape. On a parlé du secteur privé et de la préparation. Alors, notamment des rôles respectifs du secteur public et du secteur privé. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? On a parlé également des gouvernements qui se préparent, qui doivent se préparer davantage pour recevoir des financements. On a parlé du cas de l'Afrique du Sud, où il y a beaucoup de corruption. Un grand travail doit être fait, notamment dans ce sens, pour que les gouvernements se structurent suffisamment pour pouvoir accéder au financement de la meilleure manière possible. Dernière diapo, quels sont les défis pour accéder au financement, les défis rencontrés? Nous avons parlé de cela auparavant déjà, mais un point qui est ressorti, ce sont les financiers, les prêteurs qui doivent peut-être être plus audacieux et accepter de prendre aussi en compte des projets plus à risque avec les tendances d'urbanisme. Une fois que l'investisseur a investi, eh bien, il doit pouvoir
sortir des projets pour améliorer leur liquidité. Lorsqu'il y a des projets spécifiques qui sont à risque et lorsque les investisseurs sortent, ensuite, d'autres sources de financement peuvent arriver. Un autre point, notamment concernant les régions rurales, beaucoup de communautés ne sont pas informées, ne savent pas quels sont les types de financements qui sont accessibles. Dans certains pays, ça reste souvent au niveau des gouvernements nationaux. Nous avons eu quelques étudiants dans notre groupe qui ont dit clairement qu'ils n'ont pas tellement appris, qu'ils n'apprennent pas beaucoup dans leur programme d'études, qu'ils n'apprennent pas grand-chose sur ces questions de financement et d'accès au financement. C'était c'était quelque chose qui m'a frappé et qui doit être vraiment adressé. Il y a peu de connaissances. Dernier 2 points qui parlent de soutenir le domaine de la gouvernance rurale, ville, et de parler également des cibles, comment établir les cibles des projets. Dernier point, les intermédiaires financiers locaux sont aussi des acteurs importants pour les villes, pour aider à créer des opportunités pour que les villes puissent accéder au financement. On a manqué de temps ensuite, donc on n'a pas trop parlé du rôle qu'on aimerait jouer dans ce paysage. Alors, je peux peut-être vous redonner la parole, te redonner la parole, Nathalie. Il y a eu beaucoup d'idées semblables dans nos deux groupes. C'est à nous de voir maintenant comment faire un rapport de ces idées, ce qu'on peut en retirer, quels seraient les enseignements principaux. C'est vraiment quelque chose qui nous est très utile ici à ICLEI, dans notre rôle de plaidoyer. Nous participons souvent à des forums internationaux au niveau international, mondial. Donc, c'est vraiment super pour nous d'entendre tous vos avis. Nous pouvons commencer par les compiler et nous pouvons essayer de voir comment influencer l'écosystème financier. Ça aide également nos villes, comment changer nos villes pour qu'elles puissent accéder à ces financements, qu'elles puissent être adaptées et prêtes pour cela. Merci Ryan, merci aussi à tous nos participants qui ont vraiment été le cœur de ce séminaire. Merci à l'équipe Rise Africa